Dès la mise en service des premiers trains, il est apparu évident qu'il fallait implanter le long de la voie des signaux. C'était le seul moyen pour le conducteur de la rame de connaître son environnement, de savoir par exemple où se trouvait le petit copain placé devant lui, de savoir à quel endroit il fallait s'arrêter, de connaître la vitesse à laquelle il devait rouler. Donc la signalisation, c'est, je voudrais dire, le fondement, l'ABC même de la sécurité, ce qui fait la force du chemin de fer. Donc ce DVD est consacré à signalisation et réseau. Entendez par là les aiguillages. Quand on regarde la fonction d'un conducteur de train, elle est d'amener un convoi d'un point A à un point B en respectant à la fois les consignes de sécurité, c'est-à-dire les vitesses limites imposées par la voie, les arrêts en gare, mais également le respect de la signalisation et le tout à quelques, je dirais, dizaines de secondes près. Mais quand il est dans sa cabine, il se laisse guider par les fils de rail, ça, c'est les itinéraires qui sont décidés par le régulateur, mais également par les postes d'aiguillage. Mais dans sa cabine, il est en quelque sorte isolé. Ce seul contact avec son environnement, avec le milieu extérieur, se fait maintenant, on le sait, avec les liaisons sol-train, autrement dit le téléphone, mais à l'époque, il n'en existait pas, ne pouvait se faire que sous forme d'informations placées le long de la voie. C'est ce qu'on appelle les signaux. Et au départ, ces signaux étaient manuels, c'est-à-dire qu'on plaçait des gardes le long de la voie qui agitaient des drapeaux ou des petits signaux mécaniques. Ensuite, il y a eu la mécanisation, c'est-à-dire que ces signaux ont été implantés à endroit fixe et commandés mécaniquement toujours par des garde-voies. Puis ensuite, on les a espacés et on les a reliés par un système de câbles, de tringles très complexe. Et enfin, avec l'apparition de l'électricité, eh bien, est apparu ce qu'on appelle le bloc automatique lumineux, le BAL, dont vous avez ici, à la gare Saint-Lazare à Paris, un magnifique spécimen sur cette passerelle sur laquelle se trouvent les panneaux lumineux qui permettent de réguler les trains et puis de permettre leur espacement et de protéger également les aiguillages. Donc, ce DVD consacré à signalisation et réseau, entendez par là les postes et l'aiguillage. Un film et 4 bonus. Le film. Pas de signaux, pas de train. Le titre résume tout. Autrement dit, dans ce film, eh bien, il est un peu technique, mais il est fondamental. Il va vous permettre de passer en revue les différents systèmes de signalisation et puis leur historique. 4 bonus. Premier bonus, cartes sur table. Non pas les cartes à jouer, mais les cartes perforées. Autrement dit, on va faire un petit retour en arrière, les débuts de l'informatique, ou comment, avec les premiers ordinateurs, à la SNCF, on traçait la marche des trains en fonction des performances de la locomotive. Deuxième bonus, comment ça marche? Le BAL, le bloc automatique lumineux, avec ses couleurs, vous vous souvenez, le rouge, le jaune, c'est-à-dire l'orange, le vert, les clignotants, les ralentissements, les rappels de ralentissement. Troisième bonus, des idées d'avance, au doigt et à l'œil. Autrement dit, comment, à Montereau, on a rassemblé plusieurs postes mécaniques en un seul poste d'aiguillage électrique. C'était déjà un très grand progrès. Enfin, un homme, un métier, surveillant d'installations électriques. Et oui, c'est la maintenance de toutes ces installations qui est capitale pour la sécurité. cabine de conduite, vous êtes complètement isolé de ce qui se passe à l'extérieur. Comme vous roulez très vite, comment recevez-vous des informations sur l'état d'occupation de la voie devant vous?
Eh bien, évidemment, les informations, comme vous dites, je suis isolé dans ma cabine, me sont données par l'indication présentée par les signaux. Je me conforme à l'observation de ces signaux et selon leurs informations, je réagis. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter instantanément. Ah ben non, évidemment, je dois reconnaître quand même lorsqu'un train de 600-700 tonnes est lancé à une vitesse assez grande, on ne l'arrête pas, comme on dit vulgairement, comme une bicyclette. Hein. Les distances d'arrêt varient évidemment en fonction des intempéries, de l'état du rail. Ces distances, on peut les trouver à peu près entre 1200 et 1500 mètres. Vous devez bien comprendre que systématiquement, je ne peux pas tomber sur un signal fermé. Je ne peux pas m'arrêter immédiatement. Il faut que je sois averti. C'est un signal d'avertissement qui m'indique que je vais trouver un signal fermé, soit un carré ou un sémaphore. Donc, c'est la manière pour l'extérieur de vous avertir de l'état d'occupation de la voie devant vous. Exactement. Alors, lorsque c'est un obstacle ou lorsqu'il y a quelque chose d'anormal, on me fait bloquer les signaux par les gares et comme nous sommes ici en bloc automatique, c'est le train lui-même qui assure sa protection. Dans la mesure où on a plusieurs trains qui circulent, il faut éviter absolument que le train numéro 2 rattrape le train numéro 1 et que le numéro 3 rattrape le numéro 2. Alors, comment va-t-on assurer cet espacement? Eh bien, sur une ligne, on va couper cette ligne en plusieurs cantons. Qu'est-ce que c'est qu'un canton? Eh bien, c'est une portion de voie, plus ou moins longue, une portion de voie qui est limitée par 2 panneaux. Alors, ces signaux, comment vont-ils fonctionner? Eh bien, ce sont les trains eux-mêmes qui vont assurer l'espacement. Ce sont les trains qui vont l'assurer par l'intermédiaire de circuits de voie, comme son nom l'indique, qui sont des circuits électriques fonctionnant avec, comme conducteur de liaison, la voie. Cela suppose d'un côté une source d'alimentation et de l'autre côté un récepteur. Le circuit de voie est donc un circuit à courant permanent. Le relais de voie est normalement excité. Et ce relais va chuter à quel moment? Quand le train va passer sur la voie, quand le train va arriver sur la voie. Et qu'est-ce qui se passe quand ce train arrive sur la voie? Ben, il y a effectivement court-circuit, et on peut le vérifier. Lorsque l'essieu arrive sur la voie, on court-circuite les deux rails et on transforme l'indication. La circulation, qui est dans ce canton ici, est protégée. En effet, si un deuxième train se présentait devant ce panneau, ce train va s'arrêter. Hein? Lorsque je libère le canton numéro 1, qu'est-ce que vous constatez là-bas? On a un feu jaune. Effectivement, le feu jaune est un signal d'avertissement et il annonce le sémaphore présenté à ce panneau. Lorsque je vais libérer le canton numéro 2, sémaphore de protection du canton numéro 3, avertissement m'annonçant le sémaphore, et je trouve ici le feu de voie libre. Vous avez pu constater qu'à chaque fois, c'est le train lui-même qui a commandé les indications par l'intermédiaire du circuit de voie. J'aimerais que vous me donniez maintenant, en résumé, les avantages essentiels du bloc automatique lumineux. C'est une grande sécurité, effectivement. Je prends un exemple. Je prends mon petit train, je le mets en un endroit quelconque de la voie. Que se passe-t-il? Détection immédiate et à tout moment de la circulation. Protection de cette circulation, puisque je présente le sémaphore qui est lui-même annoncé. Permet de faire avancer pas mal de trains derrière lui. Bien sûr, l'avantage énorme du bloc automatique lumineux, c'est qu'il permet une fluidité assez importante des circulations. Hein? Quand il y a une lampe qui est grillée... Voilà, ça aussi c'est un avantage, c'est détection des incidents, mais détections qui se font toujours dans le sens de la sécurité. Je reprends l'exemple du panneau éteint. Si j'éteins ce panneau, vous constatez l'apparition d'un avertissement. Donc, quel que soit l'incident, la sécurité continue d'être assurée. Et on peut conclure en affirmant qu'en bloc automatique lumineux, la sécurité est assurée, que le fonctionnement soit normal ou anormal. Quels sont vos rapports, vous conducteurs, avec la signalisation? Et le rapport du conducteur avec la signalisation, moi je dois une obéissance passive et inconditionnelle au signal. Je trouve un signal
signal, je l'observe. Et selon son indication, je dois réagir. Je n'ai pas à discuter ni à interpréter, je dois une obéissance passive et immédiate. Quel est le système de signalisation qui est appliqué sur cette ligne? C'est le BAPR, bloc automatique à permissivité restreinte. Ah, c'est un terme assez barbare. Oui, Et pour quelle raison a-t-on installé du BAPR plutôt que du bloc automatique lumineux? le BAPR a été installé sur cette ligne puisqu'il n'a pas un trafic important. Disons que c'est une ligne de moyenne importance et les trains sont assez espacés entre eux. Et puis le BAPR est quand même, au point de vue prix de revient, moins élevé que le BAL, puisqu'il met en place des signaux tous les 10 km, c'est le cas ici, alors que le BAL, il en faut tous les 1500 mètres. Et c'est la seule économie que l'on peut réaliser? Et on réalise aussi une économie puisqu'il n'y a pas de câble entre deux panneaux de cantonnement, il n'y a pas de liaison directe entre deux panneaux de cantonnement. La liaison se fait par l'intermédiaire des circuits de voie. Autrement dit, chaque canton comprend quel genre d'installation On ne alors? peut pas faire des circuits de voie d'une longueur de 10 km. Ah bon, alors comment Alors c'est prend-on? tronçonné en 3 ou 4 parties pour faire des circuits de voie qui sont utilisables. Et alors on peut multiplier le nombre de cantons. Il n'y a pas de limite au nombre de cantons. Ah non, c'est exactement pareil. On peut faire exactement pareil qu'en BAL, quoi. On peut juxtaposer des cantons les uns après les autres. Et alors cette cabine dans laquelle vous vous trouvez, elle sert à quoi? Eh bien, la cabine, là, c'est le poste de cantonnement lui-même, pour la voie 1 et pour la voie 2. Oui. De cette cabine sont alimentés tous les signaux, c'est-à-dire le sémaphore voie 1, le sémaphore voie 2 et leurs signaux d'annonce, les avertissements. Oui. Les autres circuits de voie sont alimentés en campagne. Et cette alimentation et ces circuits de voie, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? On a appliqué la technique statique. Les relais sont sous forme de tiroirs. Vous pouvez m'en montrer un? Oui. Là, ce sont des systèmes embrochables. Derrière, là. Donc sur une plaquette comme celle-là, il n'y a aucune pièce mobile. Il n'y a aucune pièce mobile, ce n'est que des éléments statiques. Autrement dit, en cas d'incident, de panne... Alors en cas d'incident, il faut déceler la plaquette, ça s'appelle les plaquettes, oui, qui est incriminée, et on la change. Simplement. Simplement, oui. Nous venons de traverser une grande gare, il y a de nombreux signaux, de nombreux itinéraires. Ce ne sont pas les trains qui les manœuvrent, bien sûr. Non, évidemment, une gare, c'est un domaine qui est très particulier. C'est-à-dire que dans l'emprise d'une gare, les trains, évidemment, circulent, mais nous avons un PRS. Ce PRS centralise toute la signalisation à l'intérieur de la gare. Lui seul peut faire l'itinéraire d'un train. Il peut soit le garer, soit le laisser passer en voie directe. Il ferme les signaux, donne les directions. Enfin, le PRS, c'est l'âme de la gare. PRS des Aubrais. Oui, attends. M6, la bis. Ce PRS qui est installé dans la gare, il sert à quoi en réalité? Eh bien, un poste d'aiguillage comme celui-ci, outre qu'il permet de contrôler l'ensemble de la circulation sur un grand secteur, à remplacer 8 ou 9 postes électromécaniques. Et chaque bouton actionne une seule aiguille. Donc, chaque bouton actionne un nombre variable d'aiguillages en fonction de l'endroit. Par exemple, dans une zone assez compliquée, un bouton peut actionner une quinzaine d'aiguillages. Avec ce poste ici, vous commandez combien d'itinéraires? Nous pouvons commander 380 itinéraires. Ça veut dire qu'il y a 380 aiguilles? Non, nous n'avons que 124 aiguillages, 102 signaux. Et ces signaux, c'est vous qui les manœuvrez? Ces signaux sont manœuvrés automatiquement en traçant l'itinéraire. Lorsqu'on fait le geste de tracer un itinéraire, les aiguillages sont commandés dans la position convenable et lorsqu'ils sont dans la position convenable, le signal s'ouvre automatiquement. Et ces contrôles se font de quelle manière, puisque vous ne pouvez pas voir tous les aiguillages que vous manœuvrez? Non, j'ai devant les yeux un tableau de contrôle optique qu'on appelle TCO.
Et ce tableau me donne, par lecture directe, la position de tous les aiguillages, de tous les signaux et l'état d'occupation de chaque partie de voie. Si j'appuie sur n'importe quel bouton, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pratiquement, il ne se passera rien de contraire à la sécurité. On peut faire l'essai si on veut, et il ne se passera rien. Appuyez. Tout est enclenché électriquement. Un mauvais geste de l'aiguilleur ne peut provoquer aucune catastrophe. PRS, ça veut dire quoi? C'est un poste tout relais à transit souple. Transit souple. Alors, transit souple, à partir du moment où le signal est ouvert, dès qu'il a été franchi, fermé par une circulation, chaque aiguillage est immobilisé jusqu'à temps qu'il ait été passé et dégagé par le train. C'est ça l'immobilisation de l'aiguille par transit souple. Un itinéraire séquent, par exemple, ne pourrait se former tant que l'itinéraire tracé n'est pas dégagé. Alors, pour ça, les signaux origines de ces itinéraires présentent l'indication carré, 2 feux rouges. Ce signal est infranchissable et aucun mécanicien ne le franchira, c'est le signal carré. Quand vous avez enregistré un itinéraire, est-ce que vous pouvez en enregistrer d'autres derrière? Oui, lorsque j'ai tracé un itinéraire, que cet itinéraire est formé, enclenché, je peux en enregistrer un second qui peut être convergent ou séquent. Et cet itinéraire ne se tracera pas, il ne sera qu'enregistré. Le postin des Aubrais. Alors c'est TT4 bis le premier, hein? Voilà. Et est-ce que vous y voyez un perfectionnement au PRS dans l'avenir? Oui, je pense que les PRS pourront être beaucoup plus miniaturisés que ce que nous avons, notamment dans les relais, quoi. Au point de vue sécurité, non, c'est quand même, c'est parfait. Peut-être arriverons-nous un jour à ce que ce soit le train qui trace son itinéraire lui-même, avec une mémoire. Chaque train aurait un système de codification sur la machine. Il suffirait de mettre en mémoire l'ordre de circulation des trains. Peut-être qu'un jour, les trains commanderont eux-mêmes, remplaceront l'aiguilleur. Qu'est-ce que l'indexation? C'est un système qui a 2 fonctions essentielles. D'une part, l'identification des trains et le suivi de leur progression sur les tableaux de contrôle optique des postes d'aiguillage intéressés, et d'autre part, la commande automatique des itinéraires. Le principe de cette indexation est le suivant. À bord de chaque rame banlieue, un dispositif embarqué, le répondeur qui est fixé sous la caisse de la rame banlieue, sur la voie, un dispositif appelé lecteur, qui est installé à l'origine de chacun des parcours soumis à l'indexation. En réalité, l'indexation, le numéro du train, est composé de 7 chiffres. Les 2 premiers constituent le code d'indexation et ils diffèrent suivant l'itinéraire suivi, la destination et la qualité du train. Les 4 suivants constituent le numéro proprement dit du train. Et enfin, le 7e, celui qu'on ne voit pas, mais qui est mis en mémoire dans l'appareillage technique, il est caractéristique de la nature du train, c'est-à-dire banlieue ou non. L'importance de ce chiffre est primordiale, puisque c'est lui qui permet l'entrée des trains dans la gare souterraine. Seuls les trains porteurs du code 7, code banlieue, peuvent être dirigés vers la gare souterraine. L'autre fonction de l'indexation est la commande automatique des itinéraires. Pour les trains de banlieue seulement, est réalisée à partir du code d'indexation, les 2 premiers chiffres du numéro du train, et le 7e chiffre, nature du train, le fameux chiffre qui n'est pas affiché. L'information qui est prise dans les mémoires se substitue à l'aiguilleur et intervient sur les systèmes classiques du poste pour commander les itinéraires. Nous avons rencontré à plusieurs reprises le long de la voie des panneaux sur lesquels sont inscrits des chiffres. Signifient quoi ces panneaux? Ces panneaux m'indiquent des limitations de vitesse. Ces limitations sont permanentes. Elles sont sur le terrain, représentées par des losanges pointe en bois que d'ailleurs je dois vigiler. Ces zones représentent soit des parties où la vitesse doit être réduite parce que les courbes sont trop brusques, ou certaines traversées de gare où on doit ralentir. D'une part, peut-être parce que la gare est importante, il faut quand même les passer à faible vitesse, ou d'autre part, la signalisation dans certaines gares n'est pas à distance réglementaire.
direction à gauche pour rouler à droite. Pourquoi? Eh bien, nous venons rentrer en IPCS, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, les installations permanentes de contresens. Ces installations permanentes de contresens ont été mises en service de manière à ce que le service caténaire, l'entretien de la voie et aussi des fois pour acheminer certains trains puissent avoir des intervalles pour effectuer des travaux de renouvellement ou d'entretien caténaire. Il est certain qu'à l'heure actuelle, avec la cadence des trains, il leur est impossible de faire des travaux de longue durée. Alors on a installé entre des gares, enfin des distances assez déterminées qui varient entre 10 et 15 km, cela dépend, des zones d'IPCS. Le mécanicien se conforme aux signaux qu'il rencontre. Il peut tomber sur un IPCS sans être averti. Seuls les signaux lui indiquent qu'il va rentrer dans une zone où il va circuler à contresens. Que va-t-il trouver sur le terrain? Il va trouver un signal de ralentissement clignotant, un signal de rappel de ralentissement clignotant, c'est-à-dire ça le limite à 60 km à l'heure, et en plus un petit tableau qui lui indique qu'il va entrer en contresens. De là, le mécanicien est autorisé donc à franchir l'aiguille d'entrée en IPCS à 60 km à l'heure. Il circulera sur cet IPCS et se conformera aux signaux implantés à droite. Mais on ne risque pas de trouver un train vitesse normale venir... Non, de toute façon, les signaux sont là pour établir la situation et freiner les trains de manière à ce que l'on n'ait pas des trains qui soient en vis-à-vis, c'est-à-dire... Mais parce que là, on marche en voie unique. Oui, on fait de la voie unique, effectivement, c'est de la voie unique. Quelles conditions faut-il pour mettre en œuvre une télécommande de voie unique? Ça exige des conditions modernes d'exploitation, c'est-à-dire commande centralisée, comme celle-ci, bloc automatique lumineux. Qu'est-ce que c'est qu'une commande centralisée? C'est le rassemblement en un poste unique de tous les équipements qui, auparavant, étaient dans chaque gare. Est-ce qu'un appareillage comme celui-ci permet d'augmenter le trafic d'une ligne à voie unique? Oui, cet appareillage a été conçu d'ailleurs pour ça, pour assurer une plus grande fluidité de la circulation, du fait que l'on peut changer les croisements, effectuer des dépassements en dehors des gares prévues. Et quel est l'avantage de cette commande centralisée? Sur cette commande centralisée, c'est le régulateur ici qui fait office d'aiguilleur, de chef de gare, qui effectue les mouvements comme il veut, sans nuire à la sécurité. Quelles sont les particularités marquantes de cette ligne? Cette ligne est composée de 80 km de voie unique banalisée, qui est fractionnée tous les 10 à 12 km environ par des voies d'évitement, sur lesquelles on peut effectuer des croisements et des dépassements de trains. Les voies d'évitement sont banalisées, c'est-à-dire qu'on peut rentrer aussi bien d'un côté que de l'autre. La portion de voie unique est banalisée également, on peut circuler dans n'importe quel sens. Et cette télécommande se fait à grande distance? La gare origine de la télécommande se situe à 45 km de Dijon. La longueur totale de la partie de voie en télécommande est de 101 km. Les commandes sont envoyées de Dijon par courant codé. Par exemple, une manœuvre d'aiguille, c'est ce qui est le plus courant. L'aiguille se fait, l'aiguille se verrouille, le carré s'ouvre si tout est normal, et nous recevons les contrôles en retour. Et à l'aide du TCO, je vérifie si les contrôles sont bons. Et si sur place une aiguille ne fonctionne pas, par exemple? Si une aiguille ne tourne pas du fait de la présence d'un corps étranger, le contrôle indiquant que l'aiguille a bien tourné ne s'allume pas au tableau de contrôle. Et le signal reste au feu rouge. La sécurité n'est pas engagée. Le plus grave danger qui puisse y arriver, c'est d'arrêter un train, c'est tout. Il n'y a aucun danger. Là, vous avez devant les yeux un programmateur qui vous permet de commander tout le système. Comment fonctionne-t-il? Ce programmateur, il se compose de 4 étages, plus un étage dit d'exécution. Vous pouvez donc enregistrer successivement combien de trains? 4 circulations au programmateur, plus une circulation à l'étage d'exécution, qui est d'ailleurs actuellement affichée. Et cela dans les deux sens? Dans les deux sens. Et c'est le train lui-même qui effectue son itinéraire, qui provoque la descente de l'itinéraire, disons. Et au fur et à mesure que le train avance, l'itinéraire s'efface, et le second étage descend, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le programmateur soit complètement vide.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particularité sur cette ligne? Comme autre particularité sur cette ligne, nous avons les installations de réchauffage d'aiguilles électriques dans toutes les installations d'évitement, c'est-à-dire Méneux, etc. Ces installations sont surtout utilisées l'hiver en cas de neige, de gel, etc. Et vous arrivez à passer combien de circulations? En période normale, environ 40 à 50 trains par jour. En période de pointe, on en rajoute facilement 20 qui passent facilement. Nous sommes ici dans une région du centre de la France assez accidentée. Quelle particularité géologique présente cette ligne? Alors, comme vous le voyez, la ligne à double voie sur laquelle nous nous trouvons traverse un relief grâce à 2 tunnels reliés par une tranchée. Compte tenu du vieillissement de ces parois, on peut craindre des éboulements, malgré la surveillance humaine qui est opérée sur ces zones. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen plus perfectionné de prévenir ces éboulements? Alors, le moyen le plus sûr, c'est d'installer un dispositif électrique de détection de la chute des rochers. Sur toute une longueur de zone à surveiller sont installés des conducteurs électriques isolés, reliés à une source de courant et montés en série avec un relais de signalisation. Bien, si un rocher tombe, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, si un rocher tombe, on aura une rupture d'un ou plusieurs fils. Cette rupture provoquera la désexcitation de relais et permettra la mise à l'indication carrée ou sémaphore des panneaux de protection et en déclenchant également les torches de mise à feu électrique. Nous entendons périodiquement dans la cabine le tintement d'un timbre. La protection, c'est l'observation absolue des signaux. Mais par contre, nous avons une confirmation complémentaire par une répétition sonore en cabine. Lorsque je passe un signal, j'ai un déclenchement de brosse sur crocodile, j'ai une répétition du timbre à voie libre. S'il me confirme que le signal est bien ouvert. Lorsque j'aperçois un signal autre que voie libre. Au passage de ce signal, le klaxon tinte et moi je dois l'arrêter. C'est-à-dire que j'ai observé ce signal, je l'ai vigilé et il est enregistré sur une bande graphique placée à l'intérieur de l'enregistreur de vitesse. Si en pleine vitesse, vous avez une défaillance, que devient le train dans ce cas-là? Vous voyez, à l'heure actuelle, j'ai soit le pied sur une pédale, soit la main sur un cerclot. Je vous fais l'expérience, remarquez, elle est gratuite. Là, si je lâche tout, j'ai 2 secondes et demie. On entend ce klaxon au bout de 2 secondes et demie. Je dois reprendre le cerclot en main ou appuyer sur la pédale. Si au bout de 60 secondes, je n'ai pas lâché le cerclot et je ne l'ai pas réarmé, j'ai une sonnerie c'est un genre de rappel à l'ordre. Sinon, dans les 2 cas, dans les 2 secondes et demie qui suivent, j'ai arrêt d'urgence, ouverture de disjoncteur, le train s'arrête. Est-ce qu'il existe une signalisation spéciale pour les trains roulant à 200? Nous avons une signalisation spéciale pour les trains qui roulent à 200 à l'heure. On ne peut pas allonger les distances de cantonnement parce que nous avons que quelques trains qui circulent à 200 à l'heure. Alors on a été amené à compléter cette signalisation par la préannonce. La préannonce me donne une distance complémentaire, au moins d'un cantonnement, pour m'arrêter. Cette préannonce est matérialisée sur le terrain par un signal vert clignotant. Ce signal indique au mécanicien qu'il doit se présenter au signal suivant, qui doit être normalement un avertissement, à une vitesse de 160 km à l'heure, de manière à retomber dans les distances d'arrêt normales d'un train à 160. Si l'on supprimait la signalisation, que se passerait-il? Je vois très mal les trains circuler, parce que par les vitesses et par la cadence des trains, il faut quand même une sécurité, et sans signaux, je ne vois aucune sécurité. Donc, pas de signaux, pas de train. Est-ce qu'on ne peut pas supprimer la signalisation
Comment vous voyez son avenir? Est-ce qu'elle va se développer? Évidemment, la signalisation est impensable de la supprimer d'une part, et d'autre part, elle ne peut qu'évoluer. Tout à l'heure, on a parlé des trains à 160, nous avons parlé des trains à 200 à l'heure, et vous avez vu que déjà, entre 160 et 200 à l'heure, il y a eu un complément de signalisation, ce qu'on a appelé la préannonce. Alors, il est certain que si l'on arrive à avoir des vitesses supérieures à 200, 300 peut-être, je ne sais pas moi, nous avons des gens qui pensent à ça, eh bien la signalisation ne pourra qu'évoluer. Alors, on n'aura peut-être plus la signalisation latérale, nous aurons une répétition permanente en cabine, les signaux seront supprimés, mais à tout instant, le conducteur électricien, enfin, ou le mécanicien, le terme est plus exact, sera informé de la position de son train, de ce qui se passe devant lui, et ainsi il pourra agir en conséquence. C'est d'ailleurs ce qui va être mis en application sur la nouvelle ligne Paris-Lyon. Depuis 1956, conjointement au stadiographe analogique, la SNCF utilise également pour résoudre les problèmes de traction des calculatrices numériques électroniques, machines à traiter l'information appelées aussi ordinateurs. Ces calculatrices étant universelles, les questions qu'on leur pose peuvent être, si besoin est, nombreuses et variées. Tout doit commencer par un travail préparatoire de formulation, c'est-à-dire par l'établissement des diverses équations successives à résoudre. Outre les vitesses et les temps de parcours, on pourra obtenir directement bien d'autres résultats. Échauffement des transformateurs et des moteurs de traction, intensité moyenne et efficace, consommation d'énergie active et réactive, rendement des différents étages du circuit de puissance, énergie récupérée en freinage électrique, etc. Certaines données de base sont communes à plusieurs problèmes. Ainsi, le profil de la ligne, l'emplacement des gares, les zones de limitation de vitesse. Toutes informations qui seront réutilisées lors de la détermination intéressant d'autres types de locomotives et d'autres catégories de trains. De même, les caractéristiques des engins moteurs, une fois enregistrées, seront utilisables à l'occasion de calculs sur d'autres lignes avec des trains de nature différente. C'est l'un des avantages du processus employé. Le problème étant clairement posé, il doit ensuite être adapté aux méthodes propres à la science du traitement de l'information. On entreprend ce qu'on appelle la programmation. Elle consiste à définir la suite logique des opérations à exécuter par la calculatrice. Le calcul s'effectue sur des pas correspondant à des espaces élémentaires de quelques dizaines de mètres, l'ordinateur devant choisir à chaque fois entre plusieurs groupes d'instructions suivant des critères définis à l'avance. La programmation est un travail important qui nécessite un soin minutieux. Elle doit en effet prévoir toutes les circonstances possibles rencontrées dans la marche d'un train et la conduite d'une locomotive. Mais le programme bâti, il demeure valable pour toute autre étude identique. Seules les données numériques particulières à chaque nouveau cas traité seront transposées sous la forme convenable et dans le code qui est le langage de la machine. Le problème peut être maintenant confié aux spécialistes du traitement de l'information.
Programmes et données sont tout d'abord enregistrés sur carte perforée. L'opératrice transpose les données intéressant la marche d'un train de voyageurs express de 750 tonnes, remorqué par une locomotive électrique bicourant BB 25200 sur le parcours Marseille-Nice. Depuis les cartes perforées, instructions et données sont enregistrées sur bande magnétique afin que l'organe de calcul puisse les absorber avec une très grande rapidité. Le calcul se déroule à la vitesse record de 10 000 km/h, le cerveau électronique effectuant plusieurs dizaines de milliers d'opérations par seconde. Ainsi, 2 minutes suffisent pour effectuer les 225 km du trajet Marseille-Nice. Au fur et à mesure, la calculatrice dicte les résultats à une autre bande magnétique. On arrive enfin au dernier maillon de la chaîne. L'imprimante va transcrire en clair les résultats. Au problème posé, l'ordinateur apporte la réponse. Temps de parcours, énergie aux jantes, énergie aux pantographes actives et réactives le cas échéant, échauffement des moteurs de traction. Mais dans quelques minutes, si on le désire, il délivrera les résultats tout aussi détaillés pour des trains de tonnage différents, s'arrêtant à d'autres gares, respectant d'autres limites de vitesse. Il suffira de changer un paramètre, de modifier une instruction, et le cerveau électronique, qui ignore la fatigue, reprendra son travail de haute précision à la vitesse de 10 000 km/h. Les indications destinées aux mécaniciens peuvent être données par des signaux mécaniques constitués par des plaques métalliques de différentes formes et couleurs. Des appareils de contrôle permettent à l'aiguilleur de s'assurer que l'aiguille ou le signal manœuvré a pris effectivement la position voulue. La signalisation moderne est généralement constituée par des indications lumineuses. Le rouge est utilisé pour commander l'arrêt. Le jaune pour l'annonce d'un signal d'arrêt ou le ralentissement. Le vert pour indiquer la voie libre. Les problèmes de sécurité qui se posent pour la circulation des trains sont identiques à ceux que doit résoudre un modéliste qui dispose d'un réseau miniature sur lequel il veut faire circuler plusieurs convois. Il faut d'abord éviter le rattrapage de deux trains se succédant sur une même voie. Pour cela, il est indispensable de maintenir un certain intervalle entre les trains successifs. C'est le rôle des signaux dits de cantonnement, présentant généralement un feu rouge lorsqu'ils sont fermés.
La distance nécessaire pour obtenir l'arrêt d'un train oblige à faire précéder le signal d'arrêt d'un feu jaune permettant aux mécaniciens d'en être avisés à l'avance. En pleine voie, le bloc automatique résout parfaitement le problème de l'espacement des trains. Le principe en est simple, la voie est isolée électriquement à intervalles aussi réguliers que possible. Quand un train se trouve sur un des circuits de voie ainsi obtenus, il provoque la fermeture du signal qui commande l'accès de la partie de voie où il se trouve. Dans les gares ou aux bifurcations, il faut se prémunir contre les risques de prise en échappe, c'est-à-dire empêcher les heurts avec des trains ou manœuvres venant d'une autre voie. C'est pourquoi les points dangereux sont protégés par des signaux d'arrêt, en général précédés de signaux d'avertissement. Pour éviter les déraillements par excès de vitesse sur les aiguillages ou dans les courbes, on utilise des signaux de ralentissement. Le signal, imposant la limitation de vitesse, est précédé d'un signal d'annonce attirant à l'avance l'attention du mécanicien. Sur la grande artère française Paris-Lyon, en cours d'électrification, Montereau, terminus grande banlieue, constitue à 78 km de Paris un centre ferroviaire des plus importants. Les deux grands courants de circulation venant d'Hérissi et de Moret s'y rejoignent en effet à l'entrée de la gare. Les installations d'aiguillage et de signaux y sont de ce fait extrêmement denses. Gare de trafic intense, Montereau, tout comme l'ensemble de la ligne, nécessitait des travaux très divers, dont ceux de signalisation qui posaient des problèmes très compliqués. Trois postes mécaniques de type ancien desservaient la gare. Le poste 1, à l'entrée côté Paris, avec ses 120 leviers en ligne, était par ses dimensions un des plus importants du genre en service sur la SNCF. Tout mouvement de train intéressant sa zone d'action nécessitait de laborieuses manœuvres de levier de la part des aiguilleurs. Les transmissions par fil et par tringle entraînées par des leviers, eux-mêmes enclenchés mécaniquement entre eux, s'étendaient en nappes impressionnantes au départ des postes
et jusqu'aux aiguilles et aux signaux mécaniques qu'elle commandait. Le poste 2, au centre de la gare, avec ses 100 leviers en alignement, bien que de construction plus récente que le précédent, donnait lieu dans sa zone à des manœuvres tout aussi compliquées d'aiguilles et de signaux. En outre, de presque constantes relations téléphoniques et de correspondance étaient rendues nécessaires entre les postes. Enfin, à la sortie côté sud, le poste 3, avec ses 36 leviers, commandait certaines manœuvres et concourait avec les postes 1 et 2 au passage des trains à travers la gare. Deux autres postes, l'un à 6 km, l'autre à 8 km côté Lyon, desservaient les sauts de moutons qui permettent de regrouper les voies impaires et paires des courants Moret et Hérissi. Le dernier de ces deux postes commandait notamment deux appareils de voie d'une longueur de 95 mètres, du type le plus allongé existant. Pour bénéficier pleinement de l'électrification, il fallait notamment transformer complètement la signalisation de la gare sans jeter de perturbations dans le trafic intense et sans engager à aucun moment la sécurité. L'aménagement des anciens postes ne pouvait être retenu en raison des difficultés de toutes sortes qui l'auraient entraîné. Un poste unique, tout relais à itinéraire, étant donné l'étirement en longueur de la gare, était la meilleure solution. Elle fut donc adoptée. La mise en service des installations nouvelles a été effectuée en deux temps. Le poste 3, tout d'abord, a fait place à une cabine d'appareillage télécommandée du poste 2, au moyen d'un petit pupitre provisoire à boutons, placé à côté des grands leviers et surmonté d'un tableau optique simplifié avec itinéraire tracé par points lumineux. Les aiguilleurs du poste 2, tout en desservant comme auparavant la zone centrale de la gare, commandaient à 1200 mètres de distance les 30 itinéraires de la zone sud dans sa nouvelle situation. Quel contraste déjà entre les dures et multiples manœuvres mécaniques des leviers, les translations saccadées des aiguilles obéissant comme à regret, et le geste tout simple d'un doigt sur un bouton commandant les manœuvres souples et régulières des aiguilles actionnées électriquement. Un coup d'œil au tableau, l'itinéraire est bien tracé, le signal s'est ouvert. Un geste, un seul pour l'itinéraire commandé à distance, alors que la manœuvre mécanique des grands leviers actionnant les aiguilles placées à proximité du poste va seulement s'achever. Quatre mois plus tard, la gare tout entière, y compris la zone sud, était rattachée au poste unique de Montereau, qui dresse sa silhouette aux lignes sobres et nettes à l'entrée de la gare côté Paris. Avec sa cabine claire et confortable, son pupitre de commande, son tableau de contrôle optique, il est une réalisation significative de la technique moderne. Un troisième temps est prévu, où ce même poste unique commandera les sauts de moutons des kilomètres 84 et 86. Mise en service échelonnée sans doute, mais formule précieuse pour les services de la voie qui exécutent les travaux et pour l'exploitation qui doit former son personnel.
Cette nouvelle installation a détrôné les postes mécaniques qui, victimes du progrès, entrent maintenant dans le passé. L'éloquence de ces chiffres permet la comparaison des situations anciennes et nouvelles. Autrefois, 5 postes étaient occupés à former en permanence 297 itinéraires possibles. Désormais, un seul poste commande 350 itinéraires. Ce type d'installation est l'aboutissement d'une longue série de travaux pour l'amélioration des postes à levier d'itinéraire dont il tire le meilleur parti. Alors que les premiers postes français avec levier d'itinéraire remontent au début du siècle, la formule de 1950 est celle d'un poste tout relais, couramment dénommé PRA, où les itinéraires sont commandés par un geste unique du doigt et peuvent être enregistrés. Certes, la précédente formule du poste classique à itinéraire enclenché permettait de belles réalisations, telles celle du Mans, avec ses 180 leviers, mais de tels postes nécessitent des encombrements importants et leur capacité est limitée. Une première réalisation intéressante de poste à itinéraire sans enclenchement mécanique ni verrou a été le poste 5 d'Argenteuil, qui, avec ses manettes placées sur le tableau lumineux, constitue une formule excellente pour un poste moyen. Mais le nouveau poste de Montereau, ainsi que les premiers postes tout relais mis en service sur Paris-Lyon, ont été véritablement conçus à partir du petit poste de Darnetal, étudié par la SNCF et mis en service en 1947. Darnetal a encore un petit combinateur de formation d'itinéraire à droite de l'aiguilleur. Mais les petits leviers, tout en ayant encore des positions stabilisées comme dans le système classique, sont entièrement libres. Du poste de Darnetal au poste tout relais, il n'y avait qu'un pas à franchir en substituant au petit combinateur mécanique un appareillage électrique approprié. Ce pas fut vite franchi et le levier devint un bouton dont les faibles dimensions permettent une grande concentration sur un petit espace. 200 boutons actifs commandant 350 itinéraires effectifs sont réunis sur la table de Montereau. 2 itinéraires inverses sont en effet commandés par le même bouton suivant qu'il est poussé ou tiré. En réitérant le même geste qu'à la commande, l'itinéraire se détruit. Dans tous les cas, un simple geste, un seul, et l'itinéraire s'inscrit au tableau lumineux ou s'efface. Étant donné la concentration des commandes, il fallait faciliter et réduire au maximum la tâche de l'aiguilleur. C'est ainsi que les itinéraires de passage peuvent être commandés en tracé permanent, ce qui permet de ne faire qu'un geste pour une série de trains se succédant sur le même itinéraire. C'est ce que l'aiguilleur a fait ici pour l'itinéraire M1, M3. Les trains se suivent sous la protection du bloc automatique comme en pleine voie. Avant le dernier train de la série, l'aiguilleur peut annuler le tracé permanent en réitérant son premier geste. L'itinéraire est alors tracé sous le régime de la destruction automatique. C'est ainsi que procède l'aiguilleur qui a un seul train à faire passer. Il commande M1, M3 en destruction automatique. C'est le train lui-même qui provoque la destruction de l'itinéraire. Le voyant du bouton s'éteint alors et le tracé lumineux disparaît du tableau au fur et à mesure du dégagement de l'itinéraire par le train. L'aiguilleur peut alors commander l'itinéraire dévié incompatible M1 H3. La destruction s'effectue après fermeture automatique du signal sur lequel apparaissent 2 feux rouges et dégagement par le train du premier circuit de voie suivant le signal.
Mais il peut, s'il le désire, commander par exemple M1, M3 pour un premier train et commander tout aussitôt en attente, autrement dit enregistrer, M1, H3 pour un deuxième train. Seul M1, M3 se trace, tandis que le voyant du bouton M1, H3 clignote. Le premier train passe, détruit lui-même l'itinéraire et immédiatement, M1 H3 se trace automatiquement pour le deuxième train. Ces différentes facilités sont obtenues grâce à un appareillage de commutation automatique. Quant au bouton lui-même, il est très simple. Ses dimensions sont très réduites. Juste ce qu'il faut pour loger l'étiquette de repérage et les deux lampes qui l'éclairent. Un petit bloc renferme les contacts qui sont reliés par cordon souple au répartiteur de la table. Il faut dire aussi que le tableau lumineux constitue avec la table l'auxiliaire indispensable de l'aiguilleur. Il est le reflet vivant des commandes effectuées et de la situation des mouvements dans la gare. L'arrière du tableau est très accessible et permet d'assurer facilement toutes les opérations d'entretien. La construction d'un tableau aussi concentré posait un problème nouveau et difficile. La société Morse l'a résolu par la mise en œuvre d'un système ingénieux. Les lampes sont rangées en nid d'abeilles, loin à l'arrière, et la lumière est transmise, suivant le principe des fontaines lumineuses, par un conduit en plexiglas dont les extrémités épousent la forme de la fenêtre à éclairer. Réalisé suivant la forme classique, le tableau aurait eu plus de 10 mètres de long. Il n'a ici que 3,50 mètres pour 2000 lampes utilisées. L'appareillage est rassemblé sur des châssis dans les salles du premier étage et du rez-de-chaussée. Les commutations et les fonctions n'intéressant pas directement la sécurité sont assurées au moyen de petits relais du type téléphonique amélioré, dit relais TS, groupés par fonction dans des blocs munis de connecteurs automatiques. Par contre, toutes les fonctions de sécurité sont réalisées au moyen de relais dits de signalisation, d'un fonctionnement à toute épreuve, mais d'un encombrement plus grand. Un avantage important du PRA est de permettre la décentralisation de l'appareillage dans des satellites télécommandés du poste unique au moyen d'un petit nombre de conducteurs. Un code composé de 6 impulsions brèves successives, transmis par 4 fils, permet de passer 3600 commandes différentes. Les satellites sud et centre, commandés à distance, suivent ce principe, abritant, comme le poste unique, des relais TS et des relais de signalisation, assurant la sécurité dans leurs zones respectives. En campagne, enfin, des guérites abritent les appareils de distribution et de commande des circuits de voie, des aiguilles et des signaux. Pour les aiguilles, une particularité intéressante facilite l'entretien. Les relais de commande sont réunis en un bloc facilement interchangeable, placé dans un carter à côté du moteur. L'aiguilleur est à son poste. Un train lui est annoncé. Il commande des itinéraires intéressés. Un ou deux gestes très simples et un frémissement bref parcourent les salles de relais. Le code se forme.
Lancé au satellite, il y aboutit en quelques dixièmes de seconde. Les relais de sécurité eux-mêmes entrent en action. Les aiguilles se mettent en position. Le signal s'ouvre, les contrôles des appareils convergent au poste et le tableau de contrôle optique s'éclaire. En fait, le tout n'a pas demandé plus de 2 à 3 secondes. Mais d'autres mouvements s'effectuent ou sont en préparation. Plusieurs itinéraires sont en attente pour des trains annoncés. Aux heures de pointe, où le trafic est particulièrement chargé, un téléphoniste assiste l'aiguilleur. Plus de perte de temps, plus de manœuvres de force. L'aiguilleur est maintenant obéi au doigt et à l'œil par des mécanismes invisibles et perfectionnés qui, en assurant un trafic plus grand avec la plus entière sécurité, laissent disponibles toutes ses facultés d'attention. Continuant ainsi une tradition riche en progrès, Montereau et son poste unique sauront tenir leur rôle dans l'ensemble coordonné des grands centres qui s'échelonnent entre Paris et Lyon. Abandonnés, les postes anciens sont voués à la disparition et peut-être à l'oubli. Le silence règne dans les vastes cabines aux grands leviers devenus inutiles. Vieux postes, vous avez été à votre époque l'orgueil de nos ingénieurs, mais vous avez toujours bien servi le rail. La relève s'est effectuée et vous allez maintenant prendre la place qui vous est due dans l'histoire du chemin de fer. Bonjour, je m'appelle Ludovic, je suis surveillant des installations électriques dans la gare de Paris-Montparnasse. J'ai embauché ce matin à 7h45. Nous sommes ici dans la salle à relais du PRCI, c'est le poste qui commande les aiguillages de Paris-Montparnasse. Donc une grande partie du métier de SE est la vérification des installations, le contrôle afin de se rendre compte du bon fonctionnement. Donc ici la tension est bonne. Avec cette lampe, ça me permet de mieux voir les contacts, voir s'il y a du verre de gris, s'ils sont isolants. Et je vérifie aussi l'état général, voir s'il n'y a pas de pièces défectueuses et le bon fonctionnement du relais. Mon parcours s'étend sur 8 km à peu près. Bonjour, je m'appelle Hervé, je travaille à Aix-les-Bains. Je suis surveillant des installations électriques à la SNCF. Donc là, nous allons nous rendre pour un contrôle sur un bloc de circuit de voie qui permet de détecter la circulation des trains, ce qui est la base de la sécurité à la SNCF. Parfait. Toutes les mesures sont bonnes. Ah, attention, un train. Donc en fait, en gros, nous avons deux côtés, je dirais, qui ressortent du métier. Donc il y a le côté maintenance préventive, donc ce qui est suivi de toutes nos installations en bon état de fonctionnement. Et l'autre partie aussi qui est une maintenance corrective qu'on appelle, qui réside elle en tout ce qui est relève de dérangement. Lorsqu'il y a donc un problème au niveau des circulations, on intervient le plus rapidement possible pour éviter donc toute gêne au niveau du trafic ferroviaire. Là, parfait. En état de marche. Dans notre métier, en fait, ce qui est très agréable, c'est déjà, comme vous pouvez le voir, c'est de travailler en plein air par des saisons comme ça. Et on a aussi quand même une grande liberté d'organisation de notre travail.
C'est-à-dire que c'est nous qui décidons de notre entretien, quand est-ce qu'il faut le faire. Et puis bon, il y a aussi le fait de travailler sur quelque chose de concret. Nous, devoir passer des trains sans retard et que nos installations fonctionnent, c'est un plaisir. Attention, voilà un train. Donc c'est vrai que physiquement, non, on ne peut pas dire que nous avons une activité physique, quoi. C'est beaucoup la sécurité, et toujours faire attention à sa sécurité. Là, comme ici dans ce cas-là, où un train. Alors là, on va faire la maintenance d'un signal. Le début de la maintenance commence par les batteries qui alimentent le crocodile qui est au pied du signal. Donc là, on va aller mesurer la tension pour voir si cette tension est correcte. Donc là, la tension est bonne. Et maintenant, je vais aller vérifier si la tension qui est reçue par le crocodile est bonne aussi, si ça correspond à la tension des batteries. Oui, on marche beaucoup, oui. Parce que des fois, on a des parcours de plusieurs kilomètres et on fait beaucoup de marches, ouais, pour aller d'un point à l'autre. Alors voici le crocodile en question. Et je vais m'assurer que la tension qui part des batteries est bien reçue par le crocodile. Donc là, la tension est correcte. Une de nos missions est aussi de contrôler le travail effectué par les entreprises extérieures. On surveille le bon respect du câblage, on fait du fil à fil, ce qui permet de contrôler leur travail une fois terminé avant la mise en service. Donc là, je vais aller mesurer la tension qui se trouve aux bornes des lampes. On fait ça en maintenance aussi pour voir si tout se passe correctement. Donc là, la tension est correcte. Alors la formation, c'est quand même une formation assez longue, avec alternance école-terrain. C'est une école interne à la SNCF. La formation peut durer 2 ans. Oui, service électrique. C'est Laurent. Bon, il y a des clients qui nous signalent que le PN4 est fermé alors qu'il n'y a aucune circulation. On a vraisemblablement un raté d'ouverture. Est-ce que tu peux aller jeter un œil ? Eh bien écoute, je m'y rends tout de suite, donc je prends un protecteur au passage et on se rend sur le PN4. Allez, en voiture! Nous sommes 2 sur un parcours qu'on appelle, qui fait à peu près 15 km de long. Et donc nous sommes responsables des installations, donc avec mon collègue. Donc tous les jours, ça arrive assez souvent qu'il y a des dérangements de la sorte. Donc là, il faut intervenir au plus vite, quoi. Ah, en effet, donc il est bien bas. On va aller voir dans la guérite. Je vais regarder un petit peu mes relais, ce qui va me donner une information. Alors des fois, il faut faire attention par chez nous, c'est au serpent. Vous allez toujours regarder. Alors, là non, c'est basse. Donc là, je vais prendre une petite mesure, regarder un petit peu d'où peut venir le dérangement. Ok, on n'a pas de courant. Donc il va falloir qu'on se rende au moteur de passage à niveau. Ça va être un moteur qui doit nous poser un petit souci. Alors on va regarder les charbons. Dans quel état ils sont? Ok. Ok, c'est parfait. Ah, d'accord, ok. On a donc un isolement au niveau de nos contacts. Voilà. Johnny, est-ce que je peux te demander une manœuvre du passage à niveau? Ok. Parfait. On va pouvoir rendre l'installation. Donc au niveau des perspectives d'avenir dans notre métier, nous avons donc des stages de remise à niveau régulièrement au sein de l'entreprise. Et comme ici par exemple il y avait du bloc manuel dans le temps et maintenant c'est tout en bloc lumineux. Donc c'est vrai qu'à chaque fois nous sommes tenus à avoir des formations pour être au top justement dans notre métier, pour la relève de dérangement, pour la maintenance donc des installations. Et pour mon propre cas par exemple, j'ai passé donc un examen interne à la SNCF qui va me permettre donc de passer agent de maîtrise et pourquoi pas par la suite
peut-être d'accéder à un niveau cadre. C'est vrai que nous avons des examens qui sont là pour nous permettre justement d'évoluer au sein de l'entreprise et prendre plus de responsabilités. Oui, sur DPG numéro 12, ZEP 486. Donc là, j'ai eu l'aiguilleur qui m'a donné l'autorisation d'aller travailler sur la voie. Il a fait ses protections au poste d'aiguillage. Et donc maintenant, normalement, j'ai aucune circulation qui doit venir sur moi, quoi. Alors, les avantages du métier, c'est qu'on travaille sur des installations assez modernes. C'est assez varié, on ne fait pas toujours la même chose non plus. On a la responsabilité aussi du travail que l'on fait, parce qu'on intervient sur les installations de sécurité. Donc il ne faut pas faire ça à la légère. Là, je mesure la friction du moteur. On fait ça en maintenance préventive. Ok, voilà, c'est bon. Bon, les inconvénients, c'est l'astreinte déjà. C'est d'intervenir seul la nuit, à n'importe quelle heure, sur un dérangement. Donc ça, c'est quand il fait froid ou il pleut ou en pleine nuit tout seul, c'est pas très évident. Donc cette cale permet de vérifier que l'aiguille contrôle bien dans les deux directions. Vas-y. Ouais, ça contrôle. Et là, on vérifie la cote maxi à laquelle l'aiguille ne doit plus contrôler. Et là, je ne dois plus avoir le contrôle de l'aiguille. Voilà, je ne l'ai plus. Là, je ne l'ai plus. Il y a le travail de nuit. Le travail de nuit pour la maintenance que l'on ne peut pas faire de jour. À cause des circulations, comme on travaille dans une gare où ça circule beaucoup. Donc on fait ça surtout la nuit. Et maintenant aussi, on peut travailler le week-end. C'est-à-dire des travaux un peu plus longs qu'on ne peut pas faire en nuit, ils sont faits sur le week-end. Voilà, alors là donc on est au poste de circulation. J'ai été appelé par l'agent circulation, il y a un problème là d'éclairage sur le TCO. Donc je vais demander à Jean-Jacques, là, qui est agent circulation, de me faire un test pour voir l'ampoule qui est grillée. Ok, donc là on a un problème donc, sur une aiguille, une extinction d'aiguille, donc on va aller voir derrière le TCO pour changer la lampe. Donc là, je vais regarder l'état de la lampe. Oui, donc c'est bien cette aiguille. Alors en effet, on a une lampe grillée. Au niveau de notre métier, je dirais qu'il faut quand même avoir une analyse de la situation dans tous les cas. C'est-à-dire quand on est appelé sur un dérangement, il faut analyser la situation calmement, toujours rester en relation avec les agents de circulation, car c'est eux qui nous donnent les informations, et à nous après d'analyser calmement, ne pas se précipiter sur tel ou tel dérangement. Et puis surtout aussi, c'est une bonne connaissance des installations, tant au niveau technique qu'au niveau des accès, connaître son parcours et rester vigilant, surtout rester vigilant. C'est la règle primordiale, la sécurité et la vigilance. On va remettre l'installation en route. Là. On va demander un test à l'aiguilleur. Jean-Jacques. Parfait.